Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée aux jeunes et à leur rapport avec la presse et aussi à ce que la presse, ou en tout cas une certaine presse, peut nous apprendre de la jeunesse. Cette certaine presse, c'est la presse qui est destinée aux enfants et aux adolescents par ce groupe Playback Press, dont François Dufour, l'un des cofondateurs, est notre invité. François Dufour, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes venu avec deux des rédactrices en chef de l'un de vos journaux, Léna et Inès, que nous allons interroger tout à l'heure ou qui vont participer à notre conversation. Bonjour à vous deux. Et je suis entouré, si j'ose dire, car je ne suis pas sûr que Lucille Schmitt à elle seule puisse m'entourer, ce serait le dire, mais je suis secondé, je suis assisté, je suis accompagné, Ouais. serait mieux, de Lucille Schmitt. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, selon une tradition désormais irréfragable, je voudrais remercier avec vous ceux de nos auditeurs qui nous soutiennent non seulement moralement, mais aussi matériellement. Et d'abord, Nadine Pic, Gaël Le d'Adez, Bernard Dabertrand, Franck Portier et Cody Jarret. Lucille Schmitt. Et en ce qui me concerne, je remercie Sébastien Pommier, François Markmann, Pierrick San, Daniel Réchard et Pascal Huissou. François Dufour. Un grand merci à Alexandre Offray, Benoît Carré, Christian Vallès, Jean-Claude Viodet et Adrien Bio. Il n'y a que des garçons qui donnent, moi, sur ma liste. Et ce sont des choses qui arrivent, mais je suis tout à fait prêt à organiser une saine émulation entre les garçons et les filles, et je veux bien même donner le top du départ dès maintenant. François Dufour, vous êtes, je l'ai dit, le cofondateur avec deux de vos amis proches, Gaëtan Burrus et Jérôme Saltet, et vous êtes le rédacteur en chef de Playback Press, société qui fêtera prochainement ses 25 ans et qui publie les seuls quotidiens pour enfants en France. Il y a 100 000 familles abonnées. Ces familles reçoivent le journal papier par la poste tous les matins, du lundi au samedi, et le choix des sujets est laissé à des rédacteurs en chef juniors, dont nous accueillons deux représentantes, qui sont donc, je l'ai dit tout à l'heure, Inès et Léna. Dans une époque où les enfants passent pour être devenus accros aux écrans, le journal Mon Quotidien apparaît comme une sorte d'anomalie. Les 3 journaux que vous publiez apparaissent comme une sorte d'anomalie qui résiste dans un paysage d'aujourd'hui saturé d'outils numériques. L'ambition de Playback Press est de faire lire 10 minutes par jour. Cette formule est unique en Europe et elle n'existe qu'au Japon et en Corée du Sud. Alors que la presse papier décline fortement, les jeunes Français demeurent d'importants consommateurs de contenu d'information. Ils en font désormais un usage particulièrement intense sur les réseaux sociaux. Selon une enquête du ministère de la Culture parue en 2018, 32% des 15-34 ans passent uniquement par les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche pour accéder à des contenus d'information. Un site comme Facebook est par exemple devenu un lieu majeur d'accès à l'information, bien que cette exposition à l'actualité puisse être choisie ou accidentelle. Avec la prolifération des fausses nouvelles sur la toile, l'éducation aux médias est devenue primordiale pour que les jeunes apprennent à se forger un regard critique sur les différentes sources d'information. Avant d'aborder certains points particuliers, notamment ceux qui concernent le contenu, le mode de fabrication et la gestion de vos quotidiens, j'aimerais, François Dufour, vous demander comment vous voyez, après presque un quart de siècle, comment vous voyez vos lecteurs évoluer et comment vous les avez vus évoluer. François Dufour. Ils ne connaissent pas Zidane. Ils ne connaissent pas Zidane parce que Zidane, c'était 98 et 98, ils étaient en train de naître. Exactement. Non, ils n'étaient pas en train de naître d'ailleurs. Leurs parents étaient en train d'envisager de les faire naître. Exactement, au sens où c'est loin.
Ils n'ont pas les mêmes références. Mais sinon, plus sérieusement, Philippe, ma réponse est plutôt qu'ils n'ont pas vraiment changé. Ça reste des ados. Donc, enfin, en l'occurrence, si on parle de ceux qui lisent l'actu, donc les 14-18 ans, ça reste pas des enfants et pas des adultes. Alors, quand je dis pas des enfants, ça veut dire, par exemple, que ceux qui sont plus jeunes que Léna et Inès sont ultra écolos. Alors, Léna et Inès ont 15 ans, je précise. Ont 15 ans, oui. Donc, l'âge du dessous, les lecteurs de mon quotidien sont ultra écolos. Je sais que le thème est sensible à mon amie Lucille. Et les ados le sont beaucoup moins. Autre permanence sur les ados, qui est quelque chose qui m'a toujours surpris depuis 25 ans, si vous proposez un sujet qui a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, il est systématiquement choisi par les ados. Et donc nous faisons, au moins une fois par mois, nous trouvons des occasions pour dire il y a 75 ans, ou la goûteuse d'Hitler, parce qu'il y a un bouquin qui est sorti, et patati et patata. Donc ça c'est une permanence. Donc à répondre, est-ce que les jeunes ont... Là-dessus, vous avez creusé un peu les raisons de cette curiosité, de cet intérêt pour la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, alors, quand vous avez creusé, qu'est-ce que vous avez trouvé? Enfin, je préférais que ce soit les ados qui répondent. Vous d'abord, et puis je vous interrogerai après. C'est moi le chef ici. Je sais. Les injustices. Les ados détestent les injustices du monde des adultes. Et quelle plus grande injustice que la dictature, la Shoah. Donc la clé, c'est l'injustice. Et ça veut dire que quand on propose des sujets qui dépeignent une injustice, alors ça peut être je sais pas, les pensions alimentaires qui sont mal payées en France, ou la prostitution, ou les SDF. L'ado n'aime pas l'injustice, et je répète, du monde des adultes. Inès et Léna, ou Inès ou Léna, est-ce que ce sujet de la Seconde Guerre mondiale correspond pour vous à quelque chose d'intéressant? Vous avez lu, vous avez envie de lire, vous avez des questions à poser? Inès? Oui, c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, et c'est vrai, comme disait François, que l'injustice, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, et je pense aussi, du coup, le cas des autres ados. Je sais pas pourquoi on est touché comme ça par l'injustice, mais dans tous les cas, ça nous fait quelque chose, et on a envie peut-être que les gens soient au courant, et pour éviter sûrement que ça se reproduise. Léna? Moi aussi, je pense que l'injustice, il y a toujours de l'injustice autour de nous, et du coup, ça nous énerve parce que on a l'impression que nous, on peut rien faire, alors que les adultes, ils peuvent le faire et ils le font pas. Du coup, ça nous énerve et on aimerait résoudre les choses, sauf que en soi, c'est compliqué. Alors, puisque vous avez pris la parole, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu, lequel d'ailleurs des journaux de Play Black Press, parce qu'il y en a, donc je le dis, 3, il y a le Petit Quotidien qui est pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, il y a Mon Quotidien qui est plutôt à partir de 10 ans, enfin évidemment tout ça ne sont pas des frontières fermées, et puis il y a l'Actu qui est pour les adolescents. Inès? Moi, j'ai découvert donc Mon Quotidien grâce à mon école, qui était abonnée, et donc j'ai continué à suivre, et maintenant je suis abonnée à l'Actu depuis bientôt 1 an. Et ça me permet de me tenir au courant un peu de tout ce qui se passe, à la fois en France et aussi dans le monde. Et ça me permet du coup de comprendre un peu ce qui se passe autour de moi. Alors, vous êtes dans une école de la région parisienne, et Léna est dans une école à Valence, dans la Drôme. Oui. Et Léna, comment est-ce que vous avez découvert Quand j'étais petite, j'étais abonnée au Petit Quotidien. C'est mes parents qui m'ont abonnée. Et après, j'étais abonnée à Mon Quotidien à l'école. Et après, j'ai changé d'école, et donc j'étais plus abonnée à Mon Quotidien, et j'ai pas forcément souhaité me rabonner, même si ça me plaisait beaucoup. Et puis à un moment, j'ai eu envie d'être quand même informée, de comprendre un peu ce qui se passait et tout. Et du coup, je me suis abonnée à l'Actu, et j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous avez comme autre source d'information, Inès?
Les réseaux sociaux. Ouais. Euh, Lesquels en particulier? donc Instagram, surtout, via les photos. Mais après, le problème, c'est que les informations qui sont diffusées ne sont pas toujours vraies. Et du coup, être abonné à l'actu, et parfois, donc, je fais un parallèle et ça me permet de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Léna? Moi, l'actu et mes parents. Et après, à l'école, les profs. J'ai pas de réseaux sociaux, donc c'est mes sources d'information. Lucille? Oui, moi, d'abord, je suis ravie d'être là, de ce dialogue. J'ai un fils de 16 ans, et puis, pour donner un peu des choses aussi sous forme de témoignage, je viens là de travailler avec le fils d'une amie qui a aussi 16 ans, et sur la question justement de l'écologie. J'ai découvert que ce jeune homme que je pensais extrêmement sérieux et très assidu participait aux marches climatiques à Bruxelles tous les jeudis. Et je lui ai dit, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on écrive ensemble quelque chose sur ce sujet où on pourra croiser nos points de vue. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que je me suis aperçue que sa relation à l'information, son sérieux par rapport à la quête d'information était extrêmement forte. Et que, en même temps, il allait se renseigner sur des supports qui n'étaient pas ceux sur lesquels moi je me renseignais. C'est-à-dire que, il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a Twitter aussi. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on s'imagine que certains instruments sont réservés aux adultes ou concernent, par exemple, des politiciens, le tweet. Eh bien non, je me suis aperçue qu'il y a certes Instagram, mais il y a, y compris chez des adolescents de votre âge, le goût d'aller regarder les sources d'informations partout. Et la question que je me pose par rapport à l'actu, au quotidien auquel j'avais aussi... c'est intéressant que Léna parle de ses parents. Moi, j'avais abonné effectivement mes enfants à ces sources d'informations. Et à partir du moment où mon fils est devenu plus grand, par exemple, il m'a dit, moi, je veux mes propres sources d'informations. Donc, comment est-ce que ça se passe pour vous entre vos sources d'informations, le fait de lire ce journal, d'y participer, d'être rédacteur en chef, et puis de trouver aussi de l'information ailleurs, et comment vous traitez aussi cette question des fake news, comme on dit, c'est-à-dire la fausse information, les sites complotistes. Est-ce que pour vous, l'actu, le quotidien, c'est des références en termes de qualité d'information, de formation vérifiée? Est-ce que ce qui vous plaît, c'est la ligne éditoriale? Comment est-ce que vous traitez cette diversité des sources et quels sont les sujets que vous avez envie d'approfondir par rapport à ce flux d'actualité? C'est vraiment des questions complexes, hein, mais il faut y répondre en toute liberté. Inès? C'est vrai que donc moi je lis l'actu tous les jours, ou enfin parfois 2 fois par jour quand j'ai pas le temps de lire le journal de la veille. Et après, j'aime bien aussi aller en parallèle donc sur Internet pour approfondir la question, parce que l'actu, c'est 10 minutes de lecture, donc parfois c'est synthétisé. Et j'aime bien connaître donc tous les détails pour après en parler donc avec mes amies, parce qu'elles aiment bien se renseigner aussi. Et après, en termes de sujets, en ce moment, il y a beaucoup le sujet donc sur l'écologie, donc tout ce qui concerne le climat avec Greta Thunberg aussi. Et c'est vrai que ça nous touche parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui se reposent sur nous, les ados, pour essayer de changer quelque chose pour que ça soit différent donc, dans quelques années. Et après, les autres sujets, c'est très divers. J'ai pas vraiment de préférence en termes de sujets. Je m'intéresse un peu à tout. Et oui, que ce soit la politique, que ce soit un sujet culturel, tout m'intéresse. Léna? Moi, je lis l'actu, et aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais aussi, je lis beaucoup de journaux que j'emprunte au CDI ou à la médiathèque, comme Sciences et Vie Junior, Géo-Ado, etc., où on trouve... j'aime bien l'actu parce que, déjà, c'est tous les jours, alors que les autres, c'est plutôt mensuel. Et les autres, c'est plus approfondi, donc comme ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Et l'actu, c'est bien parce que ça parle de tout, en France, dans le monde, de l'écologie, de la politique, de tout. Et alors que les autres journaux, ils sont plutôt spécialisés. François Dufour, vous
visez un public particulier, qui est le public des enfants et des adolescents, mais vous visez aussi un journalisme particulier. Vous avez publié dans la collection Que sais-je, les 100 mots du journalisme. Derrière ce livre qui pourrait paraître seulement technique ou seulement d'information, il y a une idée du journalisme et dans les consignes données dans votre entreprise, il y a une centaine d'employés dans votre Playback Press. Chez Playback, il y a 88 personnes et la presse, c'est environ la moitié de ça. Il y a une quarantaine de journalistes. Et ces journalistes, vous les recrutez comment et vous leur donnez comme consigne, puisque vous êtes le rédacteur en chef, quelle consigne vous leur donnez? Vous avez je l'avais cité quand j'avais eu l'occasion de parler de ces 100 mots pour la presse, vous avez une détestation, que je crois d'ailleurs, que je partage en tout cas, du conditionnel. Oui. Pas seulement, mais... Non, pas seulement. Oui, il y a quelques mots qui sont interdits à la rédaction. Par exemple, le mot important, parce que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Après, j'ai une petite lubie personnelle, c'est que je trouve que le mot patron est péjoratif, mais parce que comme je suis l'un des créateurs de la boîte, donc j'interdis aussi le mot patron, donc on met clairement chef d'entreprise, voilà. Mais plus sérieusement, la formation des journalistes, elle est toute simple, c'est 100% les faits, 0% les opinions, et on n'est jamais trop clair, donc... Et on n'est jamais trop simple, donc on essaye de s'en tenir à des phrases de 12 mots, ce qui n'empêche pas d'utiliser tous les mots techniques obligatoires. Si on est obligé de dire la Constitution ou, je sais pas moi, du parpaing, on le surligne et on explique le mot en bas de page. Mais ça nous lancerait vers un grand débat, mais je lance quand même le ballon puisque j'ai l'occasion d'être à ce micro. Je pense que l'opinionnisme ou l'éditorialisme ou le commentaire à gogo sont en train de tuer le journalisme. Et bon, ça nous lancerait dans un grand débat, mais donc je n'ai pas fait un édito en 25 ans et j'ai prévu d'être là les 25 ans qui viennent et je n'en ferai pas non plus Léna et Inès, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à l'actu que vous lisez, par exemple, et autrefois à Mon Quotidien quand vous le lisiez? Est-ce qu'il y a un sujet que vous trouvez insuffisamment traité? Non, Inès. pas particulièrement. Moi, je trouve que les sujets sont très divers. Même sur un journal, on peut tomber sur des sujets complètement opposés, que ce soit une question de science ou quelque chose comme ça, et après une question plus politique. Et non, moi, j'aime bien ce qu'ils font parce que ça te donne l'information. Et après, moi, justement, comme je le disais, j'en parle avec mes amis et parfois, ça déboule sur des débats. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on a les opinions de chacune et de chacun. François Dufour? Je voudrais ajouter une chose sur ce que tu viens de dire, Inès. Quand il y a un débat pour ou contre le vote à 16 ans, par exemple, ou pour ou contre la PMA, la manière qu'on a de traiter pour rester totalement neutre, c'est de faire une page avec les pour, une page avec les contre, et de dire au lecteur, fais-toi ton opinion. Et je crois que c'est à ça que tu faisais référence, c'est quand il y a des... Oui. Donc, quand je disais tout à l'heure, il y a jamais d'opinion des 40 journalistes de mon quotidien ou de l'actu, ou jamais mon opinion. Mais quand il y a un débat, on est bien obligé de dire Macron dit ci, les opposants disent ça, et on liste, et fais-toi ton... c'est notre manière d'être neutre. Voilà. Vous voulez dire que notre manière d'être neutre tend à faire s'exprimer des opinions, mais à l'extérieur du journal, chez vos lecteurs, ou à nourrir l'expression des opinions. Pour s'obliger à être neutre, on donne toutes les opinions pour et contre dans un débat pour ou contre, oui. Léna? Oui, je suis d'accord. La concision. Oui, moi, ce qui me frappe
lorsque je discute avec vous, enfin on vient de se connaître ou avec quand j'ai l'occasion de le faire dans ma vie quotidienne avec des jeunes de votre âge, c'est l'esprit de sérieux. Souvent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et ça me frappe aussi. D'ailleurs, ce matin, il y a quelque chose autour de peut-être parce que aussi c'est sérieux là autour de la table, mais quand même il y a quelque chose sur la culture scientifique, la politique, l'envie d'être citoyen. Et je trouve qu'effectivement François faisait référence à ce débat de la majorité à 16 ans. Moi j'ai participé à différents débats entre adultes qui n'avaient pas du tout 16 ans et qui tous disaient ah non c'est pas possible. Et en fait moi je tiens régulièrement la position, là je prends une opinion, je prends un lead, que je pense que ce serait bien parce que je trouve qu'il y a une forme d'esprit de responsabilité, notamment sur cette question effectivement de la menace écologique, mais qui est au fond, et j'ai regardé beaucoup ce que racontaient les manifestants sur le fait que vous, les adultes, ou vous qui êtes beaucoup plus vieux ou qui êtes plus avancés dans votre vie, vous en parlez d'une manière abstraite, tandis que nous, on va le vivre concrètement. Et je trouve que du coup, ça change la relation à la citoyenneté. Ce que je veux dire par là, pour revenir à la question de la presse et à la question surtout de la relation à l'information et à la lecture, parce que on dit aussi beaucoup, les jeunes ne lisent plus, mais on peut lire sur un écran. Et d'ailleurs, on lit beaucoup sur un écran aujourd'hui. On lit moins des livres, on lit moins peut-être la presse écrite, mais on lit beaucoup sur le numérique. Donc, il me semble que cette question de l'esprit de sérieux, je voudrais vous en entendre parler, parce qu'on a tendance, en général, à dire, bon, les jeunes, au fond, c'est la futilité, c'est la fuite par rapport aux responsabilités. Et au fond, ce que vous renvoyez, vous, beaucoup aux adultes, c'est plutôt que eux fuient les responsabilités et que vous êtes quelque part dans un esprit de sérieux et de responsabilité que nous vous avons imposé. Donc, je trouve que votre relation à l'information, à la lecture, à ce que vous dites sur l'actu, elle est aussi liée à ça. Dites-moi si j'ai raison, tort, enfin, discutons. Léna. Moi, je suis pas trop d'accord par rapport à le vote à 16 ans, parce que je pense qu'à notre âge, peut-être qu'on n'a pas tout à fait conscience de tout ce qu'il y a, enfin qu'on est un peu focalisé. Et puis, vu que nos parents nous ont donné une éducation, qu'on vit encore avec eux, on a quand même tendance à adopter leur point de vue, même si souvent on n'est pas d'accord. En général, je trouve qu'on n'a pas encore les connaissances et tout pour voter, par exemple. Enfin, moi, à mon âge, je me sentirais pas capable de choisir qui va représenter la France parce que c'est quand même super important. Léna. Inès. Oui. Pardon, Inès. C'est vrai que moi, je remarque partout autour de moi, en fait, les jeunes, enfin, moi aussi, on a très envie, en fait, de s'investir dans des projets, de soutenir des causes. Et c'est vrai que parfois, en fait, on manque quand même d'informations. Et donc, c'est très bien que tout le monde veuille s'investir, mais il faut, je pense, d'abord s'informer sur les sujets et ce qu'on veut défendre avant d'agir et de faire ce qu'on veut. François Dufour. C'est peut-être l'occasion, mon cher Philippe, je repars de ce que vient de dire Lucille, que vous demandiez à Inès et à Léna si elles préfèrent lire le journal sur papier ou sur écran. Alors, non seulement je m'apprêtais à le faire, mon cher François, mais si vous voulez ma place, il faudra aller chez un armurier d'abord. Mais je voulais ajouter à cette question la question qui est comment les autres regardent ça. C'est-à-dire, est-ce que, grosso modo, dans votre environnement, est-ce que c'est regardé comme quelque chose de banal, ça n'a pas d'importance, ou est-ce que c'est regardé comme valorisant? Oh là, elle lit non pas un écran, mais un livre, enfin en l'occurrence un journal, ou est-ce que c'est considéré au contraire comme dévalorisant, comme ringard, qu'est-ce qu'ils font avec du papier? Laquelle de vous deux veut commencer, Léna? Moi, je trouve que personnellement, je préfère lire sur papier parce que déjà, j'ai toujours lu sur papier et je trouve ça déjà c'est plus pratique et ça permet de se détacher des écrans parce que déjà que au collège, on est tout le temps sur les écrans parce qu'on fait tout sur l'ordinateur. Maintenant, on a des livres numériques, donc quand on rentre chez nous, on est encore sur ordinateur. Si en plus on lit notre journal sur écran, ça fait beaucoup dans la journée. Inès? Alors moi, je suis abonnée à la version numérique, mais c'est vrai que de temps en temps, je préfère quand même la version papier, puisque la sensation de tourner les pages et puis après de partager aussi avec ma famille. Mais ce qui est pratique avec la version numérique, c'est que j'ai accès partout et je peux l'avoir directement. Enfin, j'ai pas besoin d'attendre d'être chez moi pour recevoir mon journal et je l'ai sous la main et tout est dans mon téléphone. Je peux accéder à tous les autres journaux et c'est assez pratique pour moi.
C'est le moment, mon cher François Dufour, de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire et depuis quand une version numérique. Depuis une dizaine d'années, mais très franchement, Inès est un cas rarissime. Sur l'enquête qu'on fait sur les lecteurs de cet âge-là, 99% d'entre eux préfèrent le papier. Et vous avez noté qu'Inès, qui a un abonnement numérique, a dit « je préfère le papier ». C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et moi, ce que je trouve totalement incroyable, c'est que quand on vous pose la question, vous trouviez ça plus pratique. Alors que bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est super pratique, l'écran, tout est dans le téléphone, on a accès aux archives des journaux, on peut zoomer, on peut envoyer un article qui nous plaît, etc. Et bon, je vous dis ça, je devrais pas dire ça puisque je vais contre mon business et ma conviction, mais tous vous dites, le papier est plus pratique et plus agréable. Tous. Donc moi, j'en ai tiré la conclusion que vous adorez votre smartphone pour tout ce que vous faites avec, la musique, pour les garçons, surtout les jeux vidéo, etc., ou les jeux en général, mais que vous ne lisez pas sur les écrans. Le silence qui accueille ces propositions montre une perplexité. Inès, allez réagir. Oui, c'est vrai que moi, je préfère lire. Tout ce qui est la lecture, c'est pour papier, livre, manuel, scolaire. Parce que déjà, je trouve, forcément, c'est plus encombrant, mais j'aime bien ouvrir mon livre, transporter partout avec moi. Enfin, même mon téléphone, je peux aussi le transporter, mais même si on peut zoomer, c'est vrai, sur le téléphone, je préfère quand même sur le livre. Et puis, l'écran de téléphone est quand même pas très grand. Donc, c'est pas toujours agréable de regarder sur son tout petit écran. Léna ? Moi, je suis d'accord aussi. Je préfère vraiment lire sur papier. J'adore lire, mais j'aimerais pas avoir une liseuse ou avoir mes livres sur un écran, etc. Même si on peut en avoir beaucoup, que c'est pas lourd, je sais que ça a des avantages, mais je préfère quand même sur papier. François Dufour, vous avez une vision de la composition de vos 3 lectorats pour vos 3 journaux, de leur répartition géographique en France, de leur répartition par origine sociale ou... Oui, mon cher Philippe, elle est totalement conforme aux statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire que nous sommes pas du tout surreprésentés à Paris. Et nous ne sommes pas surreprésentés en CSP+, malgré le prix de l'abonnement qui est 9,99 par mois, pour ne pas le citer. Et je crois que la raison, c'est que beaucoup de familles CSP-, puisque j'en parlais, s'en servent comme outil d'ascenseur social, ne veulent pas rater l'occasion que leurs enfants soient meilleurs en classe. Je pense que c'est ça la raison. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que les parents lisent aussi vos journaux en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que quand mes enfants y étaient abonnés, moi je les lisais. Et que je trouvais ça très intéressant. Et par rapport à ce qu'on discutait sur le côté factuel du journalisme, j'ai trouvé justement le côté factuel qui, quand on a envie de réfléchir par soi-même, me plaisait en fait. L'absence de commentaires. Donc tout ça pour dire que voilà, François Dufour dirige un empire qui n'est pas seulement réservé aux adolescents et aux enfants. Il y a aussi, je dis ça en riant, il y a aussi, en tout cas quand on abonne ses enfants à cette presse. Je ne sais pas ce que font vos parents, mais moi, je lisais soigneusement les journaux. La question que je voulais poser à Inès et Léna, c'était aussi, puisque vous êtes rédactrice en chef, en dehors de l'écologie et de la Seconde Guerre mondiale, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Ce serait bien que vous nous en parliez aussi, parce que quand on est rédacteur en chef, on doit aussi penser à son lectorat, on doit à la fois mettre ce qu'on aime, bien sûr, ce qu'on pense important, mais on pense aussi à son lectorat. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de contenu, en dehors du fait que vous êtes là pour représenter toute une classe d'âge? Vous avez aussi, comme personne, des choses peut-être à nous dire sur ce qui a retenu votre attention ces dernières semaines. Est-ce que vous me permettez, Lucille, d'introduire le sujet pour vous expliquer comment on fonctionne au jour le jour? Je pense que ça aidera. Oui, ça aidera, bien sûr. Utile. Ouais. Toutes les semaines, normalement le mardi, parce que les enfants ont plus de temps le mercredi, j'envoie une liste d'une dizaine de sujets qui peuvent
selon moi et mon équipe, faire l'objet de la une ou de mon quotidien ou de l'actu. Et donc ça, c'est un club de lecteurs qui répond sur Internet et qui dit concrètement « j'ai envie de lire ce sujet ». Je n'ai pas envie de lire ce sujet. Et donc, à la rédac, le jeudi, on sait grosso modo ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas. Et donc évidemment, on fait les unes des jours à venir sur ce qui les intéresse et pas sur ce qui les... Enfin, comme disait Pierre Lazareff, le premier devoir du journaliste, c'est d'être lu. Donc, si je leur donne des sujets qui ne font pas lire, je suis mort. Donc ça, c'est pour le choix des unes, sauf évidemment si Notre-Dame brûle ou si Trump est destitué, j'en sais rien. Enfin, ce qu'on appelle un incontournable chez nous. L'autre point, c'est le jour. Et au jour le jour, donc j'essaye tous les jours d'avoir, dans un monde idéal, 2 garçons et 2 filles qui jouent le rôle de rédac chef junior pour mon quotidien, donc 10-13 ans, et pour l'actu 14-17 ans. Et donc là, les journalistes arrivent à 8h30 le matin, alimentés par moi tout au long de la journée, et on leur propose les sujets du jour en leur disant voilà ce que nous on ferait. Et c'est à vous de choisir. Donc ce sont réellement, et les filles ici peuvent le confirmer, ce sont réellement elles qui choisissent les articles de la page France, de la page Monde chaque jour. Et puis le dernier point, c'est qu'après tout ça, une fois que tout est paru, on leur demande de nous établir ce qu'on appelle notre top flop mensuel, qui est affiché si vous venez un jour à la rédaction à Paris, et ça montre parmi les 25 numéros du mois celui que les lecteurs ont réellement lu le plus, voulu lire le plus, et ceux qu'ils ont lu le moins. Alors, il y a forcément... on leur demande du plus et du moins, donc il y a forcément du plus et du moins. Mais bon, là, je ne veux pas déflorer le sujet, mais je peux vous dire ce qui est affiché sur le mur. Oui, j'aimerais bien que vous le disiez, justement, c'est la question que j'allais vous poser, c'est quels sont les tops, quels sont les flops, donc ils vous viennent à l'esprit là maintenant. Alors, les tops sur les ados, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les sujets injustice, les sujets Seconde Guerre mondiale, et les sujets d'extrême proximité, parlez-moi de moi. Genre, je sais pas, sur les téléphones portables, sur la sexualité, les cours, la réforme du bac, enfin vraiment des sujets d'ultra proximité. Sur la tranche d'âge en dessous, c'est-à-dire mon quotidien, là il faut, c'est vraiment la surprise. Il faut les surprendre, il faut que les sujets les surprennent. Donc c'est les records, c'est les exploits, c'est les catastrophes naturelles, et évidemment aussi les sujets de super proximité, l'argent de poche, des choses comme ça. Donc là aussi, parlez-moi de moi. Et les petits, quand je dis les petits, il faut savoir que oui, on démarre en CP, donc parfois ils savent à peine lire. Et d'ailleurs, on a une version audio du petit quotidien où l'ordinateur lit le journal parce que parfois ils ne peuvent pas le lire seuls. Et alors là, aux grandes dames des parents, les sujets choisis tous les mois depuis une vingtaine d'années sont des histoires d'animaux. Alors, pas des histoires d'animaux, on n'est pas le petit quotidien n'est pas un magazine. Donc on fait la une sur Notre-Dame, on fait la une sur l'élection de Macron, etc. Mais il y a toujours des histoires d'animaux intéressantes, extravagantes, une découverte, un fossile de dinosaure, et un chat retrouvé 5 ans après, enfin bon, etc. Et c'est systématiquement une histoire d'animal qui est choisie par les petits. Et même la tranche du dessus, mon quotidien, si on les laissait, ils sont encore très, très, très branchés sur les animaux. Ce qui est... Alors, du côté des flops, alors c'est très intéressant sur les ados, c'est que les flops sont tout ce qu'un adulte penserait qui serait un top. Vous faites une sur un film,
c'est un flop. Vous faites une sur une chanson, une chanteuse, c'est un flop. Sur un jeu vidéo Fortnite qui cartonne, c'est un flop. Sur un sport, mais même quelque chose de dingue, je sais pas, le record de Federer et même le jour je sais pas quoi, le jour où le PSG gagne le championnat ou le jour où le PSG se fait sortir par Barcelone, c'est un flop. Enfin, dès qu'on attaque les centres d'intérêt des ados, comme aucun n'a les mêmes centres d'intérêt, c'est un flop. Et même si on invite Jean Dujardin, rédacteur en chef exceptionnel, malgré tout le talent de Jean Dujardin, ce sera un flop. Donc ça, c'est les ados. Et donc, à l'inverse, les sujets... Donc, si les sujets ne sont pas fédérateurs, et je reviens à justice, Seconde Guerre mondiale, etc., ou parlez-moi de moi, tant que ce n'est pas fédérateur, on est sûr d'être en flop. Pour les plus petits, les flops assurés, c'est la politique. Même si... et même chez les ados... le seul sujet qui a fonctionné au moment de l'élection présidentielle, c'est quand on a mis en une comment étaient Macron et Marine Le Pen ados, avec une photo d'eux à 14-15 ans. Sinon, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une image de la politique strictement politicienne et donc rejetée. Inès et Léna, si on s'intéresse aux moyens par lesquels le monde extérieur arrive à vous, ou vous arrivez au monde extérieur, quels autres écrans que l'écran du téléphone regardez-vous, ou l'écran de l'ordinateur dont on a parlé? Par exemple, est-ce que vous regardez la télévision? Là, je parle de la télévision institutionnelle, si je puis dire, c'est-à-dire celle qui propose des Inès? Oui, je regarde la télévision souvent le soir, lors du journal télévisé avec toute ma famille, même mes petites sœurs de 8 ans, elles sont là, super, le 1945, trop bien. Et 1945, c'est M6, ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Non, vraiment, toute la famille est intéressée. On regarde souvent ensemble parce que c'est pas trop long, donc ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et oui, voilà, surtout la télévision. Mais ça, c'est pour les informations. Mais à la télévision, est-ce que vous regardez autre chose que ce journal télévisé dans les émissions qui sont proposées, les films, les téléfilms, souvent, parfois, quelques émissions, comme Le Capital, que j'aime bien parce que souvent, c'est un sujet précis et pendant 1 ou 2 heures, c'est assez intéressant. Et après, il y a des émissions comme plus divertissement, les émissions de cuisine. Que toute ma famille aime bien. Et voilà, souvent, c'est ça. Léna? Je regarde pas la télé. Chez mon père, j'ai pas la télé. Et chez ma mère, j'ai la télé, mais je regarde pas. Et est-ce que vous regardez d'autres choses que ce qui est à proprement parler à la télévision, c'est-à-dire par exemple Netflix? Oui. Oui, je suis abonnée à Netflix et je regarde donc des séries, souvent. J'aime bien, en fait, le soir, après avoir fait mon travail et tout, prendre un temps pour moi et regarder un épisode de ma série. Et, donc voilà, ça me permet de me détendre et de prendre du temps libre un peu. C'est une ou plusieurs séries que vous recommanderiez qui vous ont laissé particulièrement bon souvenir? Moi, j'en ai au moins 12 à recommander, mais allez-y. Je sais pas trop. J'ai regardé Gossip Girl. Donc, souvent, je regarde en version originale. Pour l'anglais, ça me fait travailler. Il y a j'en ai regardé beaucoup, mais en fait, je les ai presque toutes aimées. Donc après, il y a vraiment de tous les genres pour toutes les personnes en fonction de ce qu'ils aiment. Las Chicas del Cable, que j'ai bien aimé, parce que j'aime bien tout ce qui est série historique. Après, je sais pas trop là tout de suite. Et Léna, donc pas de télévision, donc pas de Netflix. Et est-ce que vous allez au cinéma toutes les deux? Pas souvent, parce que justement, on a tout ça à la maison, la VOD, le streaming, on a tout. Mais parfois, quand il y a un film qui sort et que je veux me faire une sortie avec des amis, on se dit pourquoi pas aller au cinéma et on y va. Le dernier film que vous avez vu? Le dernier film que j'ai vu? Je vous laisse le temps de réfléchir pendant que j'interroge Léna, qui n'ayant pas la télévision, va peut-être au cinéma. Oui, je vais au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Green Books. Et j'ai adoré. C'est un film sur la ségrégation aux États-Unis.
Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Sinon, des fois aussi, je regarde des reportages. À travers en- l'histoire d'un pianiste Oui. virtuose qui ne peut pas aller dans les endroits où vont les Blancs parce que lui est noir. Il y a même une scène spectaculaire où donc, le restaurant de l'endroit où il doit donner son récital lui refuse l'accès parce qu'il est noir. Est-ce que Inès a trouvé le dernier film? Je Vous crois vous que le souvenez du dernier film que enfin, je ou suis allée l'avant-dernier, voir hein, au c'est pas- cinéma, c'était Rémi sans famille, avec mes frères et sœurs. Et au départ, je m'étais dit, enfin, je l'avais lu en 6e, j'ai pas du tout envie d'aller voir le film, l'histoire m'avait pas du tout intéressée. Et en fait, le film était très bien, vraiment pour tous les âges, autant que ce soit 8, 15, et même ma maman aussi a beaucoup aimé. Et finalement, enfin, on voit quand même, il y a une différence entre le livre et le film. Il y avait quand même de l'action et j'ai beaucoup aimé donc l'histoire. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais rebondir sur ce qu'avait dit François sur la question des imaginaires et le fait que selon la tranche d'âge, au fond, ce qui est fédérateur est assez différent. C'est-à-dire que quand on est petit, quand on est en CP, je sais plus, ça va du CP jusqu'à quoi, 10 ans CE2, je pense CE2, oui, Ouais, CE2 c'est ça. CM1. Voilà. Donc c'est les animaux, qu'après ça reste encore un peu les animaux, puis ensuite on passe à l'injustice, la Seconde Guerre mondiale, l'écologie. Et L'écologie, plutôt plutôt 10-13 ans. Hein. ouais, déjà. Ouais. Je suis pas sûr que il y a peut-être un regain avec l'histoire de Greta, etc. récent, mais sur 20 ans, j'aurais plutôt dit que les ados ne choisissaient jamais les sujets environnementaux. Ouais, je pense que maintenant, il y a une vraie évolution et je voulais parler de ça parce que moi, j'ai créé avec d'autres personnes un prix du roman d'écologie et que du coup, je me suis intéressée à la littérature pour adolescents, ce qu'on appelle Young Adults. Et je me suis aperçue que dans cette tranche d'âge, les romans qui avaient beaucoup de succès étaient souvent des romans qui parlaient. Avant, il y avait la science-fiction. Maintenant, il y a cette espèce de lien entre la question environnementale et l'angoisse de fin du monde. Enfin, il y a beaucoup de romanesque là-dessus. Et puis, pour les plus jeunes, pour les petits, il y a effectivement une représentation des animaux, mais aussi de la planète, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une inspiration écologique en littérature qui est beaucoup plus forte que pour les romans pour adultes. Donc on voit bien cette dissociation des imaginaires, comme si quelque part, au moment où on rentre dans le monde adulte, quand les sujets deviennent sérieux, sur la littérature comme sur l'information, la part de notre relation à la nature, aux animaux, diminue. Et je trouve que ce qu'on observe donc sur le champ de l'information, du débat, du journalisme, et ce qu'on observe sur le champ de la littérature, il y a une résonance. C'est ça qui me semble intéressant. Puis la deuxième remarque que je voulais faire par rapport à la question des vidéos et de la relation à l'image, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs adultes ou adolescents ou plus jeunes, je sais pas, on se renseigne, on s'informe quand même de plus en plus avec des informations complémentaires. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup la vidéo pour se renseigner, on lit aussi, on se renseigne. Donc il y a une espèce de relation quand même assez diverse, plurielle, au mode d'information. Pour moi, enfin je sais pas, j'ai bien compris, Léna, que vous disiez que vous aimiez mieux lire que regarder les écrans, que vous n'aviez pas la télé. Mais est-ce que quand on a envie d'approfondir un sujet, on n'a pas tendance aussi à aller regarder, par exemple, une vidéo après avoir lu? Est-ce qu'il faut vraiment dissocier la question de regarder une vidéo et lire? C'est une question... Enfin, moi, en tout cas, je ne dissocie plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années maintenant. Assez systématiquement, je vais compléter ce que j'ai lu par le fait de regarder une vidéo spécialisée. Et puis sur l'absence de côté fédérateur, là, vous êtes deux filles, mais est-ce qu'il y a quelque chose de fille-garçon aussi? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Moi, par exemple, j'ai un garçon de 16 ans, il est obsédé par le rap, mais il a une culture sur le rap que je trouve remarquable, et c'est comme ça qu'il aborde la politique, parce qu'il y a des textes très politiques dans le rap. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre garçons et filles de votre âge, il y a des centres d'intérêt fédérateurs, vraiment, ou est-ce que c'est très dissocié? Ça serait intéressant. Pour moi, il n'y a pas de différence. Garçon-fille, dans les choix qu'on constate semaine après semaine, jour après jour. Et puisque on en est à la question garçon-fille, est-ce que, c'est une question qui a beaucoup agité la société ces temps derniers, est-ce que les rapports, comment est-ce que vous voyez sur la période de 25 ans, les rapports entre les garçons et les filles et leur évolution, François Dufour? Je n'ai pas senti d'évolution particulière. C'est drôle que vous posiez la question parce qu'en venant en voiture au studio, Inès, Léna et moi, nous avons parlé film porno.
vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense que vous ne donniez pas des recommandations de titres. C'était pas pour la une. Et les filles m'ont répondu dans la voiture qu'elles ne pensaient pas que tous les garçons étaient devenus davantage obsédés sexuels parce qu'ils avaient accès maintenant, ce qui n'était pas le cas quand moi j'avais 12, 13, 14, 15 ans, aux films porno. Donc moi, non, j'ai pas senti d'évolution. Là maintenant, si on parle de la jeunesse et l'évolution de la jeunesse sur les 25 ans, nous, les enfants et les ados qu'on voit venir à la rédaction à Paris sont ou encore très bébés ou déjà presque adultes. Et au fond, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé. Alors, j'en profite peut-être pour instiller quelque chose qui est l'inverse, ce qui est moi ma surprise tout le temps quand je les vois. Alors, d'abord, je leur dis, il y a donc beaucoup viennent pour le fameux stage obligatoire, donc ils sont rédacteurs en chef toute la semaine, le stage obligatoire en classe de 3e. Et donc, je leur dis avant qu'ils viennent, il n'y a pas de mauvais stage, il n'y a que de mauvais stagiaires. Pour les mettre à l'aise, évidemment. Oui, ça sent tout de suite. L'idée étant on a des bureaux très ouverts, que vous connaissez, Philippe, et qu'ils ont l'autorisation de se mettre à côté de l'iconographe qui va choisir les photos le matin après la conférence de rédaction, qui peuvent se mettre à côté de la correctrice qui est pour nous absolument quelqu'un de vital, parce que les fautes d'orthographe dans les journaux sont interdites. Et donc ils peuvent se mettre n'importe où. Mais je constate, et là je vais attaquer un petit peu l'éducation nationale, je constate quand même que même si on les met super à l'aise et qu'elles peuvent vous dire comment elles sont accueillies, c'est plutôt à elles de le dire que moi, mais je les trouve quand même extrêmement timides et on sent bien que cours magistraux après cours magistraux en classe, on ne leur apprend pas à travailler en groupe, à parler en public, je les trouve quand même pas très à l'aise. Et encore là, je vous ai amené 2 spécimens à l'aise. Oui. Mais j'accuse, comme dirait l'autre, j'accuse l'éducation nationale de faire des têtes espérons bien pleines, espérons selon l'éducation nationale, mais pas bien faites au sens de savoir-faire et de savoir-être. Là, je trouve que ça, c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Quand même, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je peux vous demander comment vous en êtes venu, en venant à ce studio, à parler des films porno ? C'est François Dufour qui nous a posé la question. Donne mon nom, je t'en prie. Vous savez qu'il y a des lois, François Dufour. Oui, surtout les lois publication jeunesse, il faut faire très attention, tabac, alcool, drogue, etc. Et donc, quel était le sujet à l'intérieur de ce sujet, si je puis dire ? C'est la consommation. Non, je leur demandais si le boom d'Internet, la facilité d'Internet, et donc le fait que notamment les garçons avaient un accès super facile aux films ou aux séquences porno, avait selon elle transformé la relation garçon-fille par rapport à moi il y a 40 ans. Et votre réponse, Inès ? Non, moi, je pense que ça n'a pas changé. Enfin, quand on voit des garçons, on se dit pas c'est un obsédé. Je pense que ça n'a pas changé la relation. Léna ? Moi, je pense on n'était pas là il y a 40 ans, on peut pas savoir ce qui a changé. Cette remarque me paraît fort juste. Mais je trouve pas que les garçons soient particulièrement
obsédés par ça. Alors, au-delà de la question de l'obsession des pornos, etc., il y a dans la société une remise en question importante de la place des femmes, de la manière dont les hommes se sont comportés à leur égard, etc. Vous en pensez quoi? Ça vous touche comment? Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous êtes deux jeunes filles, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un plafond de verre? Je pense que ça Léna. a beaucoup changé depuis quelques dizaines d'années ou même, depuis un moment, ça a changé, mais quand même, je trouve ça hallucinant que les femmes, elles aient eu le droit de vote qu'en 1944, que il y a plein de choses qui sont quand même vraiment folles, quoi, ou il y ait des écarts de salaire aussi énormes. En fait, je comprends pas pourquoi il y a ça. Pas chez Playback Press. Non, Inès. C'est vrai que il y avait une grosse inégalité avant homme-femme, et je pense que maintenant elle est moins grande, mais qu'elle existe toujours un petit peu. Et moi, j'essaie de me détacher un peu de ça et d'être indépendante par moi-même. Et souvent, s'il y a des garçons qui me font des remarques, qui se croient un peu supérieurs, j'essaie de montrer et de me forger quand même un caractère pour pouvoir me débrouiller dans la société. Et je pense que mes amis font pareil aussi. Vous avez eu, François, l'occasion de faire quelque chose sur le vote des femmes dont parlait Léna à l'instant? Bien sûr. On a fait la une de l'actu sur les 50 ans du premier vote des femmes. Oui, on le fait. Oui, nous sommes très modernes, vous savez, Philippe. Mais ça vous a donné l'occasion d'expliquer pourquoi il avait fallu attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de vote. De Gaulle, 44, etc. La Nouvelle-Zélande, premier pays, bien avant nous. Oui, ça c'est le côté factuel, mais il y a une explication politique au fait que les femmes n'ont pas eu le droit de vote. C'est que la gauche s'y est opposée constamment depuis la guerre de 14, parce que c'est à partir de la guerre de 14 où les femmes ont pris un rôle considérable pendant que les hommes étaient au front, et y compris dans les mouvements syndicaux, par exemple, que la question du droit de vote des femmes, qui paraissait évidente à beaucoup, a été en fait bloquée par la gauche et notamment par les radicaux socialistes parce que ils considéraient que les femmes étaient manipulées par les curés et que donc ça ferait basculer le corps électoral à droite, mais c'est pas au nom d'une supériorité des hommes que le droit de vote a été refusé. C'est au nom d'un calcul politique qui était peut-être juste, peut-être faux, mais qui en tout cas a abouti à cette interdiction. J'y pense parce que je trouve qu'on est dans une société facilement manichéenne et que l'histoire est quelque chose, et c'était la question que je m'apprêtais à vous poser, que je me suis amené à moi-même, si je puis dire, c'est quelle est la part de l'histoire dans... Alors, en plus, vous ne faites pas que des quotidiens, vous faites aussi quelquefois l'équivalent des dossiers. Quelle est la part de l'histoire dans les centres d'intérêt de vos publics? On l'a dit sur la Seconde Guerre mondiale, elle est forte. Les sujets historiques sont très souvent choisis par les lecteurs. Donc il y a de l'appétit sur l'histoire. J'ai envie de dire plus que sur la géographie ou les sciences. Il y a de l'appétit. Et puis bon, journalistiquement, on a toujours beaucoup d'occasions de rappeler, il y a 50 ans, la démission du général de Gaulle, il y a 100 ans... la démission du général de Gaulle aussi. Il y a 75 ans, le débarquement, la libération, le débarquement de Provence, etc., etc. Donc on a toujours de bonnes occasions de leur apprendre des choses et à leurs parents, puisque c'est vrai qu'une des surprises qu'on a eues, Lucie l'a dit tout à l'heure, c'est que 2 mamans sur 3 et un papa sur 3 ou un papa sur 2 nous dit qu'il lit aussi le journal tous les jours. Et donc ça a été une des surprises. Et je voudrais pas que l'émission se termine, Philippe, sans vous donner une autre énorme surprise qu'on a eue tout au long de ces 25 ans, et que je pense les filles vont vous confirmer, c'est que les abonnés conservent la totalité de leurs journaux. Ah oui, vous conservez, Inès moi, je suis en version numérique, donc, oui, mais je les conserve parce que ça me permet d'aller voir parfois quand j'ai des questions, même dans le cadre scolaire, d'approfondir certains sujets, et, ou alors de compléter mes cours. Je retourne dans le journal et je regarde.
Dans la version anglaise aussi, ça m'aide parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire qui est utile. Alors la version anglaise, juste un mot pour préciser que on fait un hebdo en langue anglaise sur l'actualité de la semaine, donc qui s'appelle My Little Weekly pour les plus petits et My Weekly pour les plus grands. Et on a 50 000 abonnés. Alors ça, c'est-à-dire, c'est très intéressant si on parle C'est-à-dire, c'est pas les mêmes. Enfin, ça peut être les mêmes, mais il y a 2 abonnements distincts. On s'abonne à l'un des 3 journaux et en plus, on s'abonne à My Alors Little ça, c'est Weekly. passionnant sur le rapport avec les parents. Quand je propose aux parents que leurs enfants suivent l'actualité de la semaine en faisant de l'anglais, et pourtant de l'anglais écrit. Il y a la version audio, on a une journaliste britannique, elle a un meilleur accent que le mien, etc. Mais ils vont pas beaucoup sur Internet écouter l'audio, donc c'est de l'écrit. Donc là, j'ai 50 000 grosso modo 50 000 de mes 100 000 abonnés qui sont prêts à payer 2 € par mois pour de l'anglais. Et quand je propose la même chose sur des vidéos super pédagogues, qui prennent un temps dingue à faire, c'est le top de la technique, j'ai 2000 abonnés. Donc il y a aussi un rejet des parents. Nous on dit toujours chez nous, le parent aime le pédago et le parent déteste l'écran. Léna, vous aussi, vous conservez vos... Oui, je conserve tous mes numéros depuis le petit quotidien, donc ça fait quand même un sacré tas. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai un petit frère qui a 11 ans et j'ai une petite sœur qui a 9 ans et elle adore lire les anciens numéros qui datent d'il y a 5 ans. Elle arrête pas de les lire, elle a un gros tas dans sa chambre. Je lui ai tout donné parce que je m'en servais plus, c'est mon petit quotidien et puis c'est quand même ancien. Et puis elle les lit tout le temps, elle arrête pas de les lire et de les relire alors qu'ils sont quand même vraiment vieux. Et François Dufaux ? Alors pour nous, ça a été un phénomène un peu étonnant, qui est aussi que ces piles, ces journaux qui s'empilent. Alors le côté très bon, c'est ce que fait Léna, elle les lit, elle les garde, ou Inès qui dit je les conserve parce que j'ai repéré tel article sur Obama, sur la guerre en Irak, sur la Corée du Nord, et donc si en classe, exposé, etc. Mais l'autre chose, c'est que ça a aussi conduit les parents à dire écoutez, on a essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça s'empile, et les plastiques s'empilent. Et on a vécu une révolution en 2019, c'est qu'on a senti, 2018-2019, on a senti pointer un rejet de nos journaux qui était, pour des raisons économiques, de bassement matériel, de prix, emballé sous plastique. Et on a senti qu'on allait mourir à force d'être rejeté, rejet du plastique, rejet des journaux. Et donc après, je passe des étapes, mais tous nos journaux sont désormais livrés sans plastique depuis le début 2019. Alors pliés en 2 parce que comme ils sont fins, parce que c'est que 10 minutes par jour, que 8 pages, il faut que ça passe le routeur, la poste, etc. Non, ça a été super compliqué. Et même le petit quotidien, il est emballé maintenant, qui ne fait que 4 pages. Il a fallu acheter des machines en Italie qui font des enveloppes spéciales, papier recyclé, etc. Mais donc plus de plastique, et ça a été c'est arrivé en 2018-2019. Bien, c'est sur cette constatation joyeuse que le plastique commence à être menacé que je vais vous remercier tous et toutes d'être venus. Cette émission a donc été enregistrée au studio L'Arrière-Boutique. Elle a été enregistrée par Adrien Beccaria. Elle est préparée avec Charlotte Montier. C'est Nicolas Tourneau qui est le développeur de notre site. Benoît Carré en assure la transcription écrite, et c'est Nouvelles Écoutes qui nous produit. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine thématique la semaine prochaine.